Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. L'Ordre des avocats et l'Union des magistrats du Sénégal, pas encore prêts à enterrer la hache de guerre. Après avoir reçu une riposte salée des avocats suite à la sommation interpellative, l'UMS, qui se dit surprise, ne compte pas se laisser faire. La Sénélec menace de plonger dans le noir les hôpitaux, le Dantec et Fann. La réponse des syndicalistes de la santé ne s'est pas fait attendre. Salihou Faye Daf et compagnie renvoient la Société nationale d'électricité à la subvention du gouvernement à hauteur de 10 milliards de francs CFA en 2012 pour régler ce problème. Un centre de gériatrie dans chaque région du Sénégal, c'est la promesse du chef de l'État qui veut ainsi valoriser les acquis et expériences des personnes du troisième âge. Les concernés approuvent, non sans faire part de leur doléance à Macky Sall. La journée mondiale de la philosophie célébrée ce jeudi, un événement qui intervient cette année dans un contexte géopolitique particulier. Au Sénégal, le manque de professeurs dans cette discipline interpelle. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'Ordre des avocats et l'Union des magistrats du Sénégal ne sont pas encore prêts à signer l'armistice après avoir reçu une riposte salée des avocats suite à la sommation interpellative de l'UMS. Cette dernière, qui se dit surprise, ne compte pas se laisser faire. Les justiciables, eux, invitent les acteurs à enterrer la hache de guerre. Adi Atala. Le différend entre l'Union des magistrats et l'Ordre des avocats est parti pour être âpre. La sortie du bâtonnier qui invite ses pairs à se mettre en ordre de bataille irrite les magistrats qui ne comptent pas baisser la garde. Ça, on ne peut pas laisser passer ça. Par rapport à la sortie de M. le bâtonnier, j'ai vu qu'il a enclenché la procédure disciplinaire. On va voir aussi ce que ça va donner. L'essentiel est que nous estimons avoir été injustement attaqués et la seule voie qui s'offre à nous, c'est de s'adresser aux instances habilitées pour que justice nous soit rendue. C'est tout. De l'avis du président de l'UMS, les magistrats attendaient les avocats plutôt sur un autre registre que celui des invectives. Si on va jusqu'à vouloir inviter les avocats à se dresser contre les magistrats, là, je me dis que quand même, il est allé un peu loin. Et ce n'était pas vraiment son rôle. Son rôle aurait dû tenter d'apaiser ou en tout cas d'essayer de rapprocher les parties. D'autant plus qu'il ne peut pas y avoir de guerre entre magistrats et avocats. Ça, ce n'est même pas dans l'ordre du possible. Je le regrette parce que vous n'avez jamais entendu le bureau exécutif de l'UMS s'adresser à un avocat autre que Maître Mamadou Gueye. On ne vise pas le barreau, on ne vise pas les autres magistrats. Ce qui nous fait mal, ce sont les déclarations de Maître Mamadou Gueye. Les justiciables qui s'invitent dans le débat appellent les différents acteurs à faire preuve de retenue. Ils ont en outre demandé à ces derniers d'œuvrer pour le bon fonctionnement de la justice. Je pense que ça n'honore pas la justice sénégalaise. Nous avons une justice de qualité et des magistrats très professionnels. Ils doivent travailler vraiment à apprendre leurs difficultés. La justice doit être une seule justice, qu'il y ait un avocat ou un magistrat, qu'ils sachent qu'ils viennent de la même école. Et ils doivent donner un bon exemple au peuple sénégalais. Ce sont des partenaires, tu vois. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Ils sont obligés de collaborer, n'est-ce pas, de vraiment fumer le calumet de la paix aussi. Tout est parti du cri du cœur de Maître Mamadou Gueye qui soupçonne la corruption dans le jugement de l'affaire opposant les sociétés Watsila, dont il est son avocat, et les résidences Les Jardins. Diatala, je vous le disais en sommaire, la Sénélec menace de couper l'électricité dans certaines structures sanitaires comme l'hôpital Le Dantec et l'hôpital Fann. Les syndicalistes de la santé sonnent la charge. Salihou Faye Daf renvoie la Société nationale de l'électricité à la subvention de l'État à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Son collègue Mbalo Diatiam évoque les lourdes charges des hôpitaux. Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy. Des mises en demeure envoyées à certaines structures sanitaires pour non-paiement de factures, l'hôpital général de Grand Yoff, le centre hospitalier de Fann, le Dantec sur la liste, ils doivent des milliards à la Société nationale d'électricité du Sénégal. Ne serait-ce que pour l'hôpital de Dantec, ça avoisine 1,1 milliard et quelques millions.
Pour l'hôpital général de Grand Yoff, c'est près de 700 millions. Si on agrège, disons, si on agrège Fann et Albert Royer, plus maintenant les structures annexes qui relèvent du ministère de la Santé et qui sont branchées sur Fann, c'est presque 1,5 milliard. Je ne parle pas de l'hôpital principal et des autres structures sanitaires. Là où nous sommes, au CEDO, nous devons 795 millions à la Sénélec. Pour ces deux syndicalistes de la santé, cette accumulation des dettes hospitalières résulte de plusieurs facteurs. Le passage d'hôpitaux traditionnels à des établissements sanitaires publics en est un. C'est l'État qui doit payer, c'est l'État qui prend en charge ces factures sous la forme d'une compensation. Je t'ai dit, en 2012, ils ont mis 10 milliards pour hôpitaux et universités. Aujourd'hui, si la dette se reconstitue, l'État doit revenir sur la table. La Sénélec doit taper à la porte de l'État. Malgré l'engagement de l'État. Alors la subvention, comme on le dit, ne couvre pas les charges. Mais pour Salif Faïdaf, les choses vont au-delà. Ce qui s'est passé dans les centres de santé de Tchadjaï et de Tuaoun ressemble à du sabotage pour lui. Comment couper une structure qui doit 6 millions et laisser une structure qui doit 795 000? Parce que pour moi, je crois qu'il y a des gens qui sabotent. Il y a des gens qui sabotent. Au moment où l'on parle de couverture maladie universelle, au moment où l'on parle de prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, tu coupes là où l'on a gardé les vaccins pour ces enfants-là. Ça, c'est dangereux. Les syndicalistes alertent une éventuelle coupure d'électricité dans les hôpitaux publics, une catastrophe. Une minute d'électricité coupée dans une structure de santé, mais c'est des vies perdues. Nous avons aussi au niveau de Fann le service de neurochirurgie, donc c'est des services assez sensibles. Les groupes électrogènes même qui sont, même en temps normal de coupure, c'est des groupes qui ne tiennent pas plus de 6 heures de temps. Voilà, disons, la problématique. Pour la Sénélec, la dette des hôpitaux publics du Sénégal est estimée à plus de 6 milliards de francs CFA. Des négociations entre les différentes parties sont en cours pour éviter l'irréparable. Nous parlons à présent de la mortalité maternelle au Sénégal. 2000 femmes décèdent par an. Les clignotants sont donc au rouge. Les personnels de santé et autorités administratives de la région de Thiès sont tenus en CRD consacré à la politique de planification familiale pour alerter et surtout pour prendre des mesures. C'est la tire Chirante Diop. La mortalité maternelle prend de plus en plus de l'ampleur. 2000 femmes décèdent par an au Sénégal. Les signaux sont au rouge. Les personnels de santé et autorités administratives tirent la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des populations. Des chiffres effarants publiés lors d'un CRD spécial consacré à la planification familiale. Au niveau de la mortalité maternelle, chaque année, il y a au moins 2000 femmes seulement qui décèdent. Femmes, uniquement des femmes. Là-bas, c'était tout venant, mais ici, c'est uniquement des femmes. Est-ce qu'il est tolérable? Ah oui, il est tolérable. Est-ce qu'il est tolérable qu'on accepte qu'un bateau de Diola tombe chaque année, meurt chaque année, et uniquement en femmes? Est-ce que c'est tolérable? Quelle personne ne peut l'accepter, cela? Innovation et services de santé en Afrique. Inquiétude chez les personnels de santé. Pour eux, l'urgence est d'agir, mais aussi d'inciter les femmes à pratiquer la planification familiale. Plus les femmes font un espacement de naissance, mieux elles se portent. Et ça, leur mari le constate, les femmes le constatent. Et c'est pourquoi nous avions comme objectif d'atteindre 70% d'ici 2015. Nous sommes à 61 femmes qui sont en train de faire la planification familiale. C'est énorme. Et donc le gouvernement a fait un pas très important dans ce domaine-là. Un plan d'action prioritaire de plaidoyer a été élaboré par les personnels de santé, les religieux et acteurs de développement. Leur objectif, c'est contribuer à l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Chirante Diop, c'était annoncé dans ce journal. Le président Macky Sall prévoit dans chaque région du Sénégal un centre de gériatrie. Il compte aussi valoriser les acquises et expériences des personnes du troisième âge. Les concernés saluent l'initiative, non sans poser leur doléance. Nos interlocuteurs se disent prêts à accompagner cette initiative, partager leur savoir, comme vous allez le voir dans ce document signé Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Ce retraité a quitté Zagmao très tôt le matin pour se faire consulter ici au centre de gériatrie de Ouakam, un déplacement qu'il effectue depuis 2013, année de sa retraite. L'annonce du chef de l'État de doter de chaque région d'un centre identique
Ce postier applaudit. Par exemple, je suis 5 h du matin pour nous. Je me suis levé à 5 h du matin et ce n'est qu'à 8h20 que je suis arrivé à destination, ici au centre, à cause des embouteillages. Bon, retraité, il y a trop. Nous ne pouvons pas payer les frais avec notre pension. Madame Diaye aussi encourage le programme. Elle est à sa 15e année de retraite. Je suis parfaitement d'accord. C'est beaucoup plus important à l'intérieur du pays. Parce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Donc, s'il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez de médecins, de sages-femmes, de pédiatres, de médecins pédiatres, de gynécos, surtout en gynécologie. À part sa marche quotidienne, Djiba Cissé ne fait aucune activité. Amsata Thiam également. Ces personnes du 3e âge souhaiteraient bien partager leurs expériences pour le développement du pays. Par exemple, je suis retraité. Possible, mais... Moi, par exemple, je peux servir ailleurs. Mon expérience me permet même de travailler dans ce centre comme caissier. Si hôpital venu, par exemple, si on pouvait prendre quelques-uns des retraités, les mettre à la portée des directeurs, des jeunes directeurs, mais pas prendre un gosse de 28 ans, lui donner une direction sans encadrement, ça n'ira pas, ça ne va pas. Ces retraités saluent certes les projets du président de la République Macky Sall. Toutefois, ils demandent la subvention de certains médicaments. Ils affirment que leur mince pension ne pouvant pas tout couvrir. Nous parlons politique à présent. Benno Bokk-Yakaar annonce qu'il n'y aura aucun problème à l'Assemblée nationale le 25 novembre prochain. Face à la presse cet après-midi, la coalition présidentielle soutient que c'est un problème interne à une formation politique que l'on veut transposer à l'hémicycle. Benno Bokk-Yakaar a par ailleurs soutenu le président de la République dans sa décision d'interdire la burqa. Compte rendu signé d'Issa Prera et Mardia. Benno Bokk-Yakaar déplore les événements qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale. De l'avis de la coalition, l'institution fonctionne correctement. Pour eux, c'est juste un problème de parti qu'on a voulu transposer à l'hémicycle. L'Assemblée nationale, le président vous a dit au début de l'entretien que nous ne sommes pas dans une position polémique, qu'il n'y a pas de crise à l'Assemblée nationale. Il y a un problème concernant un parti politique qui a été transposé là-bas. Donc nous demandons à ce que ce soit réglé. Un autre point de la conférence de presse est relatif à l'interdiction de port intégral de voile. Benno Bokk-Yakaar approuve totalement la décision du président de la République. Monsieur le Président, le port du voile intégral, en d'autres termes la burqa, nous avons indiqué de manière claire que nous approuvons et nous félicitons le président pour sa décision courageuse d'interdire le port de la burqa. La coalition s'est aussi exprimée sur les propos de Yaya Jammeh, qualifiant le président Sall de marionnette de la France. Benno Bokk-Yakaar minimise ces propos du président gambien. Le président de la Gambie, nous l'attendons sur un autre terrain, c'est qu'il nous aide, qu'il nous soutienne dans l'affaire de règlement de la paix en Casamance. Je pense que c'est un voisin, c'est un partenaire. Nous espérons qu'il va nous soutenir et qu'il continuera de soutenir de bonne foi dans le règlement de la paix en Casamance, dans l'intégration régionale. Nous avons d'autres projets, le pont sur la Gambie, etc. etc. Nous ne nous arrêtons pas sur ce genre de déclaration. Le dernier classement de la Banque mondiale, le cas de la SUNEOR et la situation scolaire ont également été évoqués. Benno Bokk-Yakaar appelle par ailleurs aussi le président de la République à créer un large consensus pour faire face à la menace terroriste. Et puis les députés sénégalais disposent désormais d'un outil qui retrace l'histoire de leur institution, une bibliothèque réfectionnée et modernisée. Le gouvernement américain l'a financée à hauteur de 40 millions de francs CFA avec l'appui technique des organisations de la société civile. Nos reporters Fatou Kinedem et Gorgui Thiam ont assisté à l'inauguration.
18 novembre 2015, une date, une bibliothèque, l'histoire de l'Assemblée nationale sénégalaise. Toutes les archives de l'institution parlementaire, entre autres les lois votées de 1959 à 2015, au total 2969 lois, un outil de recherche pour les députés, un repère historique pour les pays africains. Ce travail a permis de sélectionner désormais, en plus du Sénégal, pour les 6 autres anciens territoires de l'ex-AOF, des archives qui vont être gardées ici, mais dont des copies vont être offertes à la Côte d'Ivoire, puisqu'elle ne les a pas. Au Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, puisqu'il ne l'a pas. Au Bénin, ancien Daoumé, parce qu'ils ne les ont pas. Au Mali, ex-Soudan, à la Guinée-Conakry et au Togo. Cette initiative de rénovation de la bibliothèque et de protection de sa collection est bâtie sur le partenariat de longue date entre les États-Unis et le Sénégal, visant à renforcer les institutions démocratiques. Cette mémoire, un espace de dialogue entre parlementaires et société civile, ce pour l'intérêt des populations. L'avantage de cette expérience qui aura uni l'Assemblée nationale et la société civile est que cette dernière aura pu organiser pour les députés et les citoyens des cadres où ils ont dialogué, échangé et proposé ensemble des solutions. La redevabilité parlementaire a pris tout son sens dans les forats organisés dans plus de 10 localités où les députés se sont volontiers prêtés aux questions des citoyens. Une initiative noble selon les députés. Toutefois, le défi reste la pérennisation. Quand nous travaillons ici, nous avions une équipe, mais elle était collée derrière celle de la bibliothèque. Maintenant, le travail est lancé, les méthodes et les procédures sont mises en œuvre. Si on leur apporte le minimum de ressources, ils vont pouvoir continuer l'œuvre et pérenniser pratiquement les résultats que nous avons atteints. Ce programme, financé à hauteur de 40 millions de francs CFA par le gouvernement américain, est exécuté par des organisations de la société civile. La journée mondiale de la philosophie célébrée ce jeudi sous la houlette de l'UNESCO, un événement qui intervient cette année dans un contexte de terrorisme et d'attentats. Au Sénégal, le manque de professeurs de philosophie interpelle. Les causes avancées sont multiples, la religion, l'environnement économique entre autres. Ibou Diouf, Mohamed Dian. Depuis 2005, le 3e jeudi du mois de novembre est toujours choisi pour ouvrir une large fenêtre sur une discipline, la philosophie. Une journée mondiale dans l'ultime conviction que la philosophie peut apporter une contribution essentielle au bien-être et à une meilleure compréhension du monde. La philosophie nous pousse véritablement à comprendre la réalité des choses. Mais au-delà de ça également, la philosophie c'est une discipline également qui forme les citoyens. La méthode philosophique d'abord, elle est critique, elle est analytique. Et en plus, elle nous permet quand même de s'élever au-delà du sens commun. Nous vivons une période, une époque marquée par une sorte de désenchantement général. La journée mondiale de la philosophie célébrée en 2015 dans un contexte assez particulier, avec à la clé des attentats et des menaces de terrorisme qui bouleversent l'ordre des choses. C'est une discipline qu'il faut enseigner dans les écoles pour préparer les jeunes adolescents à vivre dans un monde pluriel. Sa méthode, la philosophie quand même peut nous épargner de beaucoup de choses quant à l'extrémisme religieux, le fanatisme et surtout ce qui aboutit vers le terrorisme qu'on vit aujourd'hui actuellement. Au Sénégal, le manque de professeurs de philosophie dans les lycées trouve des explications. Les causes sont multiples. Le manque de profs de philosophie, c'est parce que d'une part, les gens disent que la philosophie est difficile et d'autre part aussi, le cursus est un peu long. Ça manque même à pousser même le gouvernement à recruter des non-philosophes. Je les appelle des sociologues. Je pense que ces gens n'ont pas leur place dans les classes. Excusez-moi, ils torturent même la philosophie. Parce que souvent, certains considèrent que la philosophie est une discipline qui pourrait nous amener à perdre la foi. La journée mondiale de la philosophie va permettre à tous les acteurs sous la houlette de l'UNESCO de statuer sur le rôle de la philosophie dans le quotidien du public. Le thème choisi cette année est pluralité des langages et des lieux de la philosophie.
Le comité national olympique du Sénégal et celui de l'Italie viennent de finaliser un partenariat pour permettre aux athlètes sénégalais d'avoir une bonne préparation pour les Jeux olympiques de Rio 2016. De ce fait, l'équipe nationale féminine de basket et le canoë-kayak vont bénéficier d'infrastructures sportives. Le CNOS espère une médaille olympique en 2016. Pape Faraning Mardian. Les athlètes sénégalais vont bénéficier d'une bonne préparation en vue des Jeux olympiques Rio 2016. Cela grâce à une coopération entre le Comité national olympique du Sénégal et celui de l'Italie pour maximiser les chances d'une médaille olympique. Les Italiens nous ont fait des propositions, comme j'ai dit à vos collègues, sur différentes fédérations, comme l'escrime, comme le canoë-kayak, on a qualifié comme le basket féminin. En tout cas, avec les Italiens, je pense qu'on a déjà des objectifs fixes, en tout cas qui sont sûrs. Après 30 ans de disette, le CNOS espère décrocher cette médaille après Amadou Diaba. Je pense que oui, on le souhaite pour tous nos qualifiés, hein, et on en a en tout cas on en a l'envie, c'est le plus important, et on est en train de faire de rendre possible cette envie-là, c'est-à-dire en les mettant dans de bonnes conditions de préparation. L'objectif, c'est de pouvoir leur trouver des camps de préparation avant les JO, comme tous les comités olympiques du monde. Et déjà, on sait qu'on les a. Ça, c'est déjà un gros souci en moins. En attendant d'autres qualifiés. Maintenant, si d'autres pays nous accordent leur coopération, on est demandeur. Les deux présidents Ndiaye Ndiaye et Giovanni Malago espèrent avec ce partenariat, les athlètes sénégalais seront mieux outillés, surtout en natation. En 2017, un programme commun sera établi pour toutes les disciplines olympiques. Nous restons avec Ndiaye Ndiaye qui affiche son soutien à l'ancien président de l'I2AF, Lamine Diack, mis en examen dans une affaire de corruption. Pour lui, Lamine Diack est innocent jusqu'à preuve du contraire. Je vous propose de l'écouter. Il est toujours interrogé par Mardian et Pape Faraning. Vous avez vu le communiqué du comité olympique, je pense. Je pense que vous, moi, n'importe qui a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Tant que ta culpabilité n'a pas été validée par les juges, chaque homme, chaque femme est innocent. Voilà. Et je constate que quand il s'est agi de Platini, le gouvernement français, le Premier ministre, le Président de la République l'ont soutenu fortement. Alors que Lamine Diack, on ne peut pas dire qu'il a dit, comme Platini l'a reconnu lui-même, j'ai pris 2 millions, on lui a dit mais où est le contrat? Il dit non, c'est d'homme à homme. Je ne pensais pas que dans le droit positif suisse, français, américain, anglais, sénégalais, ça n'existe pas. Je veux dire, maintenant, l'affaire est en cours de traitement. Moi, je ne suis pas juge, mais pour ce qui est de Lamine Diack, évidemment, je crois que dans la plénitude du terme, vous avez lu le communiqué du comité olympique. Et je crois qu'il ne faut pas... en matière de justice, il faut savoir avoir de la retenue. Parce que faire de la spéculation, ça ne sert à rien. Parce que les renseignements, c'est le juge qui l'a, c'est les avocats, c'est en cours. Et il a bien senti que son pays est avec lui. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images.